Bienvenue aux Rencontres d'Hippocrate. Rencontres d'Hippocrate ce soir consacrée aux enjeux de la chirurgie assistée par robot, par l'exemple de la cancérologie en ORL. Quelques mots avant de commencer, donner la parole à notre conférencier, le professeur Hans, qui sera présenté par notre modérateur, le professeur Hervé. Je remercie tous les deux de leur présence, puisqu'ils viennent de Paris. Et je remercie également nos partenaires et surtout les doyens de faculté de médecine d'être là, professeur Dubus, professeur... je ne connais que lui et je le vois et je suis troublé. Saint-Pons, professeur Saint-Pons, Université de Bordeaux, faculté de droit. Je remercie également Laurent Bloch de l'Institut Droit de la Santé et je remercie notre partenaire, le groupe Pasteur Mutualité. Sans eux, ces journées, ces rencontres ne pourraient se faire. Et également le Conseil départemental de l'Ordre des médecins, leur président ne saurait tarder, ainsi que son secrétaire général. Quelques informations au niveau de cette conférence qui est filmée, donc vous pourrez la retrouver en intégralité au sein du site d'LEH. Vous avez des plaquettes qui vous ont été remises. Et je vous donne aussi rendez-vous aux deux autres prochaines rencontres qui se tiendront. Alors là, il y a une information, c'est une information sur une publication que nous avons faite sur le traité de droit et de la robotique civile. Vous trouverez cette information. Mais les prochaines rencontres se dérouleront donc le 9 octobre, lundi 9 octobre, sur la crise de la recherche non fiable. Donc c'est un sujet majeur. Et la prochaine sera le mardi 28 novembre sur l'anthropologie médicale et migrants, un nouvel outil de santé. C'était une journée qui devait se dérouler au mois de mars et qui a été reportée. Et vu qu'il y avait pas mal de personnes qui attendaient cette journée, nous l'avons reprogrammée. Donc pour vous accueillir et vous rappeler... très rapidement, quel est l'objet en définitive de notre rencontre. Des rencontres Hippocrate, en définitive, ne sont pas dans le domaine de l'éthique, le lieu de la philosophie, du droit, de l'anthropologie et même des pratiques en médecine et en chirurgie, loin de là. Cela se veut en définitive une réunion en définitive de toutes ces disciplines. Et c'est très prétentieux, en quelque sorte, ces différentes réunions, parce qu'elles ont pour objet de confronter des approches qui sont différentes. Et ce soir, nous avons demandé au professeur Stéphane Hans, qui est professeur à l'hôpital européen Georges Pompidou, et qui s'occupe plus particulièrement de la chirurgie ORL, et qui travaille avec ce qu'on appelle les robots. Il était important là que... dans la vision que nous avons des conférences qui se succèdent autant à Paris qu'à Bordeaux, j'ai cru comprendre qu'une, il y a 2 ou 3 jours à Bordeaux, était justement sur l'IA, comme on dit l'IA, l'intelligence artificielle. Eh bien, tous ces sujets-là sont des sujets qui sont très importants et qui doivent en définitive être replongés dans la réalité. Sinon, si ce n'était que des éléments théoriques, malheureusement, ils nous seraient très peu utiles, surtout à nous, praticiens. Voilà, donc Stéphane, si tu veux bien intervenir, il va vous présenter en quelque sorte, comme ceux qui étaient les autres rencontres Hippocrate à Bordeaux avaient bien montré quelle était leur pratique, eh bien, on en est là exactement au même point. Tu vas nous initier en quelque sorte à ce que tu fais. Je sais qu'il y a des collègues du CHU qui sont là, qui font comme toi. Et donc, une discussion tout à fait sur les enjeux pourra se tenir ensuite, si tu veux bien. Bien, merci beaucoup. Et merci beaucoup d'être présent. C'est un grand plaisir de venir à Bordeaux pour vous exposer donc mon expérience en chirurgie, qu'on appelle aussi chirurgie transorale assistée par robot. Donc c'est une chirurgie qui rentre dans le cadre de ce qu'on appelle la chirurgie minimale invasive et pour avoir en gros des suites opératoires plus simples, une réhabilitation plus simple
pour nos patients. Alors voici l'hôpital Pompidou dans Paris et le robot avec la console du robot, moi-même, et le chariot du robot avec les bras du robot qui sont introduits dans la cavité buccale du patient. Nous verrons des vidéos. Alors vous savez, l'histoire de la chirurgie, c'est toujours intéressant d'avoir quelques mots d'histoire pour préciser pourquoi c'est vraiment une révolution. Au Moyen-Âge, il y avait des barbiers chirurgiens qui n'étaient pas médecins, qui ne savaient pas le latin et qui avaient des petites échoppes dans les villages et dans les villes et qui faisaient, comme vous voyez sur l'image de gauche, essentiellement des saignées. Et ils avaient quelques autres pinces, tenailles, scies pour faire des amputations, extraire des dents, etc. Saint-Louis en a fait une confrérie et 4 siècles plus tard, Louis XIV est le premier à définir une règle juridique pour la profession de chirurgien. Puis, l'évolution de la chirurgie s'est faite essentiellement sur les champs de bataille, les guerres napoléoniennes, la guerre de 14 avec les gueules cassées, qui a permis l'essor de la chirurgie maxillofaciale, de la plastique, de la chirurgie reconstructrice. Début 1980, apparaît de nouvelles technologies qui est la vidéo et c'est qui va permettre de faire de la chirurgie par célioscopie, c'est-à-dire en faisant des petites incisions et en entrant cette vidéo et des instruments pour être moins délétère et ne pas avoir de grandes incisions. Puis la chirurgie robotique avec l'ordinateur qui, en gros, pour faire simple, va être entre le chirurgien et le patient afin d'opérer un certain nombre de fonctions, de précision, de fiabilité, essentiellement. Alors, d'où viennent les robots ? Alors, comme d'habitude, c'est assez étrange, mais c'est surtout, en fait, les guerres qui ont permis l'avènement des plus importants développements de la chirurgie. Et c'est le Pentagone, 1980, la guerre des étoiles, au moment où il y avait donc le bloc USA-URSS. C'est Ronald Reagan et ses équipes qui ont décidé et le Pentagone, de déverser beaucoup d'argent sur Stanford, au cœur de la Silicon Valley, grande université américaine, dans des laboratoires de recherche, pour développer des robots chirurgicaux. Pourquoi ? Par exemple, s'il y avait un sous-marin nucléaire américain sous la banquise pour attendre dans un détroit quelconque des amis russes, eh bien, on ne pouvait avoir qu'un chirurgien à bord. Et ils ont eu l'imagination d'avoir ce chirurgien et un robot qui serait en connexion avec des universités américaines, avec différentes disciplines chirurgicales, qui pourraient ainsi, par le robot, aider le chirurgien généraliste dans le sous-marin. Si bien que le Pentagone a financé d'une façon très importante plusieurs milliards de dollars, Stanford et des laboratoires de recherche, qui a entraîné la création de beaucoup de start-up, dont une a émergé, qui s'appelle Intuitive Surgical, qui a racheté toutes les autres start-up et surtout tous les brevets pendant de nombreuses années, si bien que c'est une entreprise, une firme américaine qui a clairement le monopole mondial de la robotique chirurgicale. On compare souvent la robotique chirurgicale à l'aéronautique. Ça, c'est un cockpit de Spitfire, donc un avion anglais dans la guerre 40-45, baillé avec très peu de choses. Et vous avez ici le cockpit de l'A380, où on voit qui est bourré de capteurs, de senseurs, etc., qui vont être capables d'aider le pilote à piloter dans de meilleures conditions et dans les conditions les plus sécures pour pouvoir conduire des centaines de passagers, par exemple à New York. La robotique, c'est un peu pareil. Également, vous avez maintenant, vous savez, des voitures. Alors là, c'est un Uber, mais vous avez des voitures sans conducteur. Un Uber a 4 voitures comme ça. Vous voyez, sur le toit de la voiture, bourrées de capteurs et notamment des lasers tridimensionnels qui vont permettre à la voiture de se déplacer dans les rues sans conducteur. En gros, la chirurgie robotique a commencé clairement sur les patients en 2000, et c'est un Français, c'est le professeur Abou à Créteil, qui avait décrit la première ablation d'un cancer de prostate au robot, assisté par robot, au CHU de Créteil. Et c'est essentiellement en urologie et en gynécologie que la chirurgie robotique s'est développée. Et il faut bien comprendre à ce niveau-là que dans les différents éléments du robot dont vous avez une photo, le robot a été essentiellement réalisé pour faire des opérations essentiellement au niveau thoracique et abdominal.
Du coup, on en parlera pour des spécialités comme l'ORL. C'est une application du robot qui parfois pose quelques problèmes. Et en 2005-2006, c'est une équipe américaine de Pennsylvanie qui a eu l'idée donc d'essayer ce robot en passant par la bouche et donc sans incision et d'introduire les bras du robot dans la bouche pour essentiellement retirer des tumeurs cancéreuses de l'oropharynx et du larynx dont on parlera tout à l'heure. C'est un dispositif clairement innovant. Dans ma spécialité, donc en ORL, à mon avis, il y a 2 points clés. C'est le fait d'avoir une vision en 3 dimensions et d'autre part la capacité des instruments à travailler dans un espace très petit. Alors ici, un schéma du robot. Vous voyez, donc le patient est sur une table sur le bloc opératoire. Au-dessus est le bras du robot, donc c'est le chariot robot du patient. Le chirurgien est à une console. Il regarde dans à ce niveau-là, ce qui va permettre au niveau de ses lunettes, de voir en 3 dimensions le champ opératoire avec un grossissement par 12, et au niveau des mains, le chirurgien va manier, vous voyez, il met des petites bagues au niveau des doigts, et c'est à partir de ces bagues qu'il va pouvoir transmettre l'information au bras du robot qui vont être dans la cavité buccale du patient. Ici, l'un des bras du robot va tenir un vidéoendoscope particulier qui contient 2 caméras, ce qui permet de voir en 3 dimensions. Et voilà les bras, vous voyez, du chirurgien en bas, avec ses doigts dans ses bagues, et ce qui va permettre, par exemple, ici, de faire un point de suture avec un porte-aiguille et une pince. L'intérêt, c'est de pouvoir donc avoir, et entre les deux, donc il y a un ordinateur qui notamment filtre beaucoup d'informations. Notamment, il y a toujours même si on est un excellent chirurgien, il y a toujours un petit tremblement physiologique, et ça permet justement qu'il n'y ait plus de tremblement physiologique. Et d'autre part, ça permet d'avoir un geste très précis, puisque la différence, en gros, entre les bras et les mains quand on opère est d'un rapport de 10/1 par rapport au robot. Donc on peut avoir des excellentes précisions. Alors ici, c'est une vision en 3 dimensions que permet le robot. Vous avez ici la sonde qui permet au patient d'être ventilé pendant l'opération. Et ici, c'est le larynx du patient. Vous avez les cordes vocales ici. Et vous voyez les instruments du robot qui se déplacent très facilement, aisément. Bien sûr, les instruments sont commandés par le chirurgien. Les instruments n'ont aucune autonomie sinon. Donc ça permet d'avoir une vision. Alors là, je vous rappelle, vous êtes en 2 dimensions. Quand on opère, on voit la même chose, mais en 3 dimensions. Donc on voit nettement mieux. Et ici, vous allez voir une partie d'intervention chirurgicale chez un patient qui a une tumeur. Donc ici, vous avez la sonde d'intubation que je récline avec l'un des bras du robot. Et regardez bien le bout des instruments et cette capacité de travailler dans un espace limité et d'avoir une très importante possibilité avec ces instruments de travailler. Et c'est ce que l'entreprise Intuitive appelle Endoist et qui est là, à mon avis, un des principes importants de la chirurgie robotique. Voilà, donc la tumeur est ici. Ici, c'est ce qu'on appelle l'épiglotte, qui est la partie supérieure du larynx. Ici, vous avez la base de la langue, c'est-à-dire la partie postérieure de la langue. Et donc, on va, grâce ici à un bistouri électrique, qui est commandé donc à distance, à partir de la console du chirurgien, réséquer toute la tumeur en passant par les voies naturelles. Si on voulait réaliser la même intervention par voie externe, il faudrait ouvrir la peau, les muscles, et donc il y aurait une communication entre l'extérieur et l'intérieur du patient, avec un risque d'œdème important, si bien qu'on est obligé de mettre une trachéotomie au patient, trachéotomie transitoire, mais généralement de 8 jours, et comme il y a une trachéotomie, le patient n'arrive pas à manger, et donc une sonde nasogastrique. Et donc ça entraîne des délais d'hospitalisation beaucoup plus importants. Alors que là, comme on passe par l'intérieur, on peut ne pas réaliser de trachéotomie dans la très grande majorité des cas, je vous montrerai sur ma série, et donc pas de sonde, et donc des durées d'hospitalisation beaucoup plus courtes. Donc c'est clairement une chirurgie minimale invasive.
Ça permet ce qu'on appelle d'une façon générale une préservation d'organes et donc une réhabilitation surtout donc rapide de la déglutition et donc des durées d'hospitalisation qui sont courtes. Et là, vous voyez bien l'introduction des 3 bras à l'intérieur de la cavité buccale du patient, avec sur le bras central l'endoscope, donc qui va permettre cette vision en 3 dimensions, et les 2 bras latéraux, par exemple un laser ou un bistouri électrique et une pince. Qu'est-ce que l'on aperçoit aussi dans les années depuis 2005-2006, à partir des premières publications de l'équipe pionnière, c'est au début en gros 2006-2010, quelques articles par an publiés dans les revues essentiellement anglo-saxonnes, et depuis 2010, vous voyez une augmentation très importante du nombre de papiers et du nombre de patients opérés dans le monde. Alors, cette chirurgie robotique, vous vous souvenez, je vous ai dit, c'est un problème parce que Intuitive Surgical a le monopole. En gros, actuellement, il y a plus de 3500 robots qui ont été vendus dans le monde. Il y en a un peu plus de une centaine en France, en sachant que ces robots sont en France de plus en plus dans des cliniques privées que dans des hôpitaux publics. Et ce qui n'est pas toujours évident, évidemment, pour l'accessibilité à tous les patients de cette chirurgie. En sachant que, d'autre part, comme je vous l'ai dit tout à l'heure en introduction quasiment, c'est une chirurgie qui est essentiellement développée en urologie, en gynécologie. Pour vous donner une idée, en urologie aux États-Unis, 80% des prostates maintenant sont opérées au robot. 40% en France, et il y a très peu de temps, je crois il y a une quinzaine de jours, que la CCAM, donc la Caisse d'assurance maladie, a reconnu la prostate assistée par robot. Donc c'est une nouveauté parce que jusqu'à maintenant la CCAM ne voulait pas entendre parler des actes assistés par robot, mais voilà. En France, il y a une dizaine d'équipes d'ORL qui font des chirurgies équivalentes, en général dans les CHU. Alors, comment je me suis formé à la chirurgie robotique sur le plan pratico-pratique ? D'une part, j'ai fait un stage de quelques jours à l'IRCAD. L'IRCAD, c'est ce qu'a créé le professeur Maresco à Strasbourg, qui est devenu un IHU, donc une chose très importante au niveau hospitalo-universitaire et recherche française. Il y a maintenant un IRCAD, donc la naissance était à Strasbourg. Il y a un IRCAD maintenant à Taïwan, un à Sao Paulo, et il y en a un qui vient d'être créé à Rio. Donc c'est essentiellement donc un endroit où il y a des robots, des animaux pour réaliser des interventions chirurgicales, pour que les chirurgiens s'entraînent, apprennent la chirurgie robotique, parfois des cadavres, ça dépend des instituts, et d'autre part beaucoup de cours et de recherche sur certaines technologies dont nous reparlerons. Donc moi j'ai fait une formation là, et d'autre part pour voir des patients en live, je dirais, à New York, où je suis resté 3 semaines dans le département, donc dans l'un des services Einstein College, l'un des services de New York. Alors, en pratique, où en suis-je ? Donc, après mai 2009, le premier patient que j'ai opéré au robot. Donc, en gros, j'ai la plus grande série en France. J'ai opéré maintenant plus de 260 patients. Comme vous le voyez, essentiellement des cancers de l'oropharynx. Cancer de l'oropharynx, c'est-à-dire c'est juste derrière la cavité buccale. En gros, c'est les amygdales et la base de la langue. Tout à l'heure, la vidéo que je vous ai montrée, c'était une tumeur de la base de la langue. Ici, vous avez un patient qui a une tumeur de l'amygdale, vous voyez, assez volumineuse ici, en sachant que ces cancers de l'oropharynx sont en augmentation en raison de l'infection HPV. HPV, cancer du col de l'utérus, dont on parle beaucoup aussi pour les problèmes de vaccination actuellement. Clairement, on observe en France et dans les pays occidentaux une augmentation importante de l'incidence liée à ce virus, notamment au niveau de l'oropharynx, essentiellement. Mais également, vous voyez, des cancers du larynx et d'autres choses. Pour informer le patient, nous avons rédigé des feuilles d'information, et nous en reparlerons sans doute plus tard, pour expliquer aux patients en quoi consistait le geste réalisé. Rapidement, donc sur ces cancers de l'oropharynx, vous voyez, il y a 101 patients qui ont été opérés dans cette petite série, et nous avions 51% de patients HPV, ce qui est beaucoup, 51%, essentiellement des tumeurs, vous voyez, T1 et T2.
Alors, en cancérologie, pour faire simple, il y a 4 stades. T1, T2, T3, T4. T1, c'est petit. T4, c'est gros. Donc, vous voyez que la chirurgie robotique a des limites, c'est-à-dire qu'elle est essentiellement dédiée pour des patients qui ont des petites tumeurs de volume, donc assez petit, T1, T2. Qu'est-ce qu'on observe dans la série? Que 2 ont eu une conversion par voie externe, c'est-à-dire qu'il a fallu, pendant l'intervention, arrêter la chirurgie robotique et revenir à la chirurgie plus classique. Et donc, c'est très important pour les jeunes chirurgiens, ce que j'enseigne régulièrement, c'est de continuer à apprendre néanmoins la chirurgie classique, même si on a envie d'acquérir les connaissances en chirurgie robotique et en pratique la chirurgie robotique, mais il faut garder ces connaissances en chirurgie plus conventionnelle, car ça peut arriver essentiellement dû à des problèmes d'hémorragie. Il faut avoir une attitude quasiment obsessionnelle par rapport à la chirurgie robotique, et c'est ça qui est pas toujours évident, c'est qu'il faut redécouvrir l'anatomie qu'on a appris de dehors en dedans. Il faut l'apprendre de dedans en dehors quand on opère en chirurgie robotique. Et les vaisseaux, il faut les redécouvrir, etc., ce qui est pas toujours évident. Alors, vous voyez, le temps moyen d'installation du robot dans la salle opératoire et au chevet du patient est assez rapide, et le temps moyen d'intervention, 45 minutes. Les résultats, assez simplement, vous voyez, on observe qu'on a clairement diminué le nombre de trachéotomies entre les 50 premiers patients que j'ai opérés, puis les 50 suivants, on est passé de 10% à 2%. Initialement, c'était surtout des trachéotomies par sécurité pour maintenir l'airway, pour ne pas prendre de risques pour le patient, évidemment. Comme il y avait une trachéotomie, la plupart des patients avaient une sonde d'alimentation qui est tombée, vous voyez, à 2%, ce qui a permis de passer de 8 jours d'hospitalisation en moyenne à 5 jours pour les patients suivants. Globalement, les résultats carcinologiques sont bons. La chirurgie robotique permet, si on applique les règles de la cancérologie en général, d'avoir de bonnes résections de la tumeur avec des chiffres que l'on appelle contrôle local, survie, etc., habituels dans les publications de cancérologie qui sont très bonnes. Des résultats fonctionnels, vous voyez, aucune trachéotomie et sonde à distance. Pour comparer, c'était une publication qu'on avait fait en 2013 sur une série historique de patients opérés par le même type de tumeur, même par voie externe. Vous voyez que 100% des patients avaient une trachéotomie, 100% une sonde nasogastrique, et la durée moyenne d'hospitalisation était d'un peu plus de 18 jours. Donc il n'y a pas photo, je dirais. Ça améliore clairement la qualité de vie des patients. Dans cette partie, je vais vous parler d'un programme de recherche qu'on est en train de développer au niveau plus particulièrement de la chirurgie assistée par robot, mais au niveau de la base du crâne. Donc nous avons parlé, je vous ai présenté les tumeurs de l'oropharynx, donc essentiellement situées ici. Là, nous allons remonter d'un plan et nous sommes ici ce qu'on appelle dans la nasopharynx, c'est-à-dire derrière les fosses nasales, et juste au-dessus, vous voyez, il y a de l'os, et juste au-dessus, on a le cerveau avec notamment un organe qu'on appelle l'hypophyse ici, qui joue un rôle important pour notamment réguler un certain nombre de glandes endocriniennes. Donc c'est un programme de recherche d'abord sur les cadavres, qu'on a ensuite appliqué plus récemment sur des patients pour opérer ces patientes essentiellement de tumeurs de cet ordre-là. Donc c'est un travail qu'on a fait avec le docteur Dorian Chauvet, qui est neurochirurgien à la Fondation ophtalmologique de Rothschild. C'était un travail qu'on a fait à l'École européenne de chirurgie. L'École européenne de chirurgie était un endroit à Paris qui existe maintenant et qui est rattaché à la faculté, à l'université Paris 5. Et l'intérêt de cet endroit, c'est qu'il y a des robots et des cadavres, notamment pour mettre au point de nouvelles interventions chirurgicales. Donc on a fait 11 cadavres pour mettre en place l'intervention, et vous voyez, on a ainsi décrit qu'il fallait mettre le robot d'une façon particulière par rapport au patient, à la tête du patient, et non pas latéralement comme les autres opérations ORL. Et vous voyez ici sur ce schéma, quand on met l'optique, le vidéoendoscope dans la cavité du buccal du patient, on s'aperçoit que on a la région justement de l'hypophyse, de la base du crâne ici de l'hypophyse, directement en point de mire. Donc rapidement, il a fallu décrire les différents temps opératoires pour avoir accès. Donc ici, on a foré l'os, et vous avez ici ici le relief donc justement de la glande hypophysaire. Ici, vous avez par exemple le relief du nerf optique et là de la carotide interne. Donc c'est une région très petite et très dangereuse parce qu'il y a beaucoup d'éléments vitaux qui passent ici.
Donc vous voyez, ici on a foré, et ensuite on arrive ici, on a ouvert la paroi postérieure, et donc ici vous avez la durmère, c'est-à-dire l'enveloppe qui entoure le cerveau, qu'on va ouvrir. Donc sur les cadavres, on l'ouvrait au bistouri électrique. Sur les patients, j'incise au laser pour avoir un problème thermique beaucoup moins important. Et ici, vous voyez, en jaune, vous avez l'hypophyse, et au fond, le chiasma optique, les nerfs optiques qui se rejoignent au niveau du chiasma. Après avoir réalisé ces études de dissection sur 11 cadavres et une étude radiologique pour étudier un certain nombre d'angles, etc., je passerai. On a commencé une étude prospective et nous avons eu la validation du comité d'éthique et de l'ANSM, l'Agence nationale de sécurité des médicaments et des produits de santé. Et on a pris évidemment un certain nombre de précautions préopératoires en faisant de l'imagerie, plusieurs imageries importantes, et l'objectif primaire de cette étude est la faisabilité. C'est-à-dire, est-il possible, avec le robot Da Vinci, de réaliser la résection de ce type de tumeur? Les objectifs secondaires sont voir s'il y a des complications, des effets secondaires, la qualité de la résection, etc. Alors ici quelques photos, je vais passer parce que je vous montrerai un film. Vous voyez ici, voilà, on voit l'ouverture qu'on a faite avec ici la durmère au fond, ici la durmère et puis l'exérèse de la tumeur. Donc en gros, on a opéré 4 sujets féminins. Vous avez ici les 4 scanners en post-opératoire des différents patients et vous voyez ici, on voit bien l'orifice par lequel on est passé pour extraire la tumeur de l'hypophyse. C'était que des tumeurs qui étaient kystiques. Il n'y a pas d'atteinte du sinus caverneux car c'est trop dangereux. Elles avaient des patientes qui avaient des hémianopsies bilatérales, c'est des troubles visuels particuliers. Et sur les 4 patients, on avait une accessibilité correcte et il n'y a pas eu besoin de réaliser un geste par voie endonasale pour le compléter. On a eu peu d'effets secondaires. Les patients se plaignent souvent en raison du nombre d'instruments qu'on met dans la bouche, de petites lésions type aft dans la bouche, mais qui passe en quelques jours. Un patient a fait une otite 10 jours après l'intervention. Je ne sais pas si c'était vraiment relié à l'opération. On a eu 2 complications, mais habituelles dans ce type de pathologie, puisqu'il faut qu'on ouvre l'enveloppe du cerveau, donc il y a une fuite de liquide céphalorachidien, ce qui est normal, et un diabète insipide qui se sont résolus transitoirement. Mais surtout, ce qui est intéressant, à mon avis, dans cette étude, alors que c'était une opération qu'on mettait en place, quoi. Donc c'était pas évident au début, c'est que la première opération, on a mis 3h22, comme vous le voyez, et la 4e, 1h57. Et je pense que c'est là tout l'intérêt de la chirurgie robotique, c'est la rapidité de ce qu'on appelle la learning curve ou la courbe d'apprentissage de ce type de chirurgie. Ça, c'est un film que nous allons voir. Donc, le robot est en base du crâne, le vidéoendoscope. Ici, j'ai donc réalisé un lambeau muqueux sur la paroi postérieure. Vous voyez que je lève. Et donc, vous avez ici l'os, ce qu'on appelle le sphénoïde, la paroi antérieure, que l'on va fraiser pour arriver au niveau pour rentrer dans le sphénoïde. Voilà, on voit bien. Donc, on soulève le voile du palais, on ne résèque aucune structure. Là, c'est le moteur. Donc, tous les éléments, et ça c'est l'un des problèmes dont je vous parlais tout à l'heure, on ne peut pas faire toute l'intervention assistée par robot. Parce que, notamment, l'entreprise Intuitive n'a pas développé d'instruments pour travailler au niveau de la base du crâne. Donc là, avec le moteur, on fore la paroi antérieure du sinus, puis on va rentrer dans le sinus sphénoïdal. Et ensuite, on va... Voilà. Donc là, on est rentré dans le sinus, on va agrandir la taille de l'ouverture. Personne n'a trouvé mal jusqu'à maintenant. Oui, oui. C'est long. Voilà, on agrandit la... Et d'ailleurs, on est rentré en contact, comme anecdote, on est rentré en contact avec Intuitive en Californie pour voir s'il était possible de développer des instruments, vous voyez, plus dédiés à l'ORL ou à ce type de chirurgie. Manifestement, ça les intéresse pas trop. En gros, l'ORL ne représente que 3% dans la part de marché d'Intuitive. Intuitive est vraiment
monopolisé, c'est qu'à le dire, sur plutôt la chirurgie urologique, gynécologique et colorectale. C'est vraiment les 3 points clés, et c'est dans ces domaines où ils vendent le maximum de robots. Voilà, donc là on est rentré clairement dans le sphénoïde. Et là, vous voyez, on a introduit le laser, et avec le laser, on voit légèrement, ça fait des petits piquetés, on incise la dure mère, un liquide, le liquide céphalorachidien va s'échapper, vous allez voir, si vous regardez attentivement, on voit du liquide s'échapper, c'est du liquide céphalorachidien, et la tumeur va ensuite être aspirée. Donc ça, c'est fait clairement avec les bras du robot. Par contre, le forage au moteur ne peut pas être réalisé pour l'instant avec le robot. Il n'y a pas d'instrument adéquat. Et en fin d'intervention, on va voir très bien le diaphragme, qui est un point important dans les tumeurs de l'hypophyse, le diaphragme cellaire, et après l'extraction de la tumeur. Je ne peux pas accélérer le film. Voilà. Donc là, on est en train de finir d'inciser la dure mère. Voilà, vous voyez, on voit très bien le diaphragme, et au fond, après, il y a le chiasme optique, etc. Alors, je vais vous parler maintenant de quelques mots sur comment je vois l'avenir de la chirurgie robotique, en sachant que c'est un peu c'est quelque chose qui m'est propre, et la prospective, voilà. Comme je vous disais, intuitive, le problème, c'est que premièrement, c'est le monopole. Deuxièmement, les instruments, etc., ne sont pas du tout dédiés, par exemple, à l'ORL ou à la chirurgie de la base du crâne ou à d'autres types de chirurgie. Je pense qu'il y a d'autres robots qui vont apparaître. Et là, je vous ai mis là un petit robot qui est un robot pas du tout chirurgical. C'est un robot de l'armée israélienne, qui est très petit, qui est bourré d'informations, de capteurs, et qui permet d'avoir plein d'informations et qui se déplace tout seul, par exemple, dans un champ de bataille. Et actuellement, il y a un robot qui est en voie de commercialisation, qui s'appelle par une entreprise américaine également, qui Med Robotics, et vous voyez, qui est à peu près le même concept, c'est-à-dire un concept de serpent, intéressant pour nos spécialités où il y a pas mal d'espaces un peu bizarres, et les instruments suivent ce serpent, comme vous voyez ici. Et donc je pense que l'avenir, il est à la miniaturisation des robots, et deuxièmement, à l'adaptation des robots par spécialité. D'autre part, je ne savais pas, mais je sais qu'il y a eu une conférence il n'y a pas longtemps à Bordeaux sur l'homme augmenté. Je ne vais pas parler de l'homme augmenté, mais de la chirurgie augmentée. C'est-à-dire, en gros, on peut améliorer 2 choses. Le geste, comme on a vu, l'intérêt du robot, c'est de filtrer, c'est d'éviter le tremblement physiologique du chirurgien, c'est d'avoir un geste très précis à un endroit très précis. Et d'autre part, on peut aussi avoir une vision augmentée, c'est-à-dire avec le robot Da Vinci, une vision en 3D, mais on peut aller plus loin, et notamment de plus en plus nos appareils peuvent y arriver. C'est ce qu'on appelle la réalité augmentée, en prenant des scanners, des IRM en préopératoire, et ce qui permet d'établir les zones dangereuses qui sont cachées. Exemple, ici, vous voyez, c'est une photo de l'IRCAD dont je vous parlais tout à l'heure, créé par Jacques Maresco. C'est un foie, et le chirurgien, vous voyez, vous reconnaissez les instruments du robot, et il voit en même temps dans le champ opératoire en 3 dimensions, il voit le foie qu'il doit opérer, mais il voit les zones dangereuses avec, par exemple, l'artère hépatique ici, qui court en rouge, et des vaisseaux en bleu. Et donc ça, c'est très intéressant parce que ça permet de voir les zones dangereuses par transparence. Et donc d'éviter des complications, évidemment, pour les patients. D'autre part, un autre point important, c'est qu'on va avoir sans doute des blocs opérateurs de plus en plus connectés, avec des sortes de GPS qui vont permettre de nous aider, nous chirurgiens, à retrouver des régions anatomiques compliquées, etc. D'autre part, je pense qu'on va avoir une chirurgie de plus en plus personnalisée. Il faut voir que l'anatomie chirurgicale est évidemment différente d'un patient à l'autre. Et comme on parle beaucoup de médecine personnalisée, je pense qu'on va avoir une chirurgie personnalisée et qui pourra d'autant plus développer que la simulation pourra être réalisée notamment en simulant l'intervention et en s'y préparant les jours d'avant avec des programmes comme celui-là. Ça, c'est des programmes simples pour
nos jeunes collègues. Par exemple, vous voyez, ils font des exercices de suture de vaisseau, mais dans l'avenir, on pourra simuler l'intervention dans les jours préalables grâce à un scanner, un IRM, etc. Enfin, 2 mots d'intelligence artificielle. Je ne suis pas du tout un spécialiste de l'intelligence artificielle, mais vous savez que ça prend une proportion de plus en plus importante. On connaît le jeu, notamment aux États-Unis, avec le célèbre les algorithmes de Watson qui gagnent à tous les coups contre tous les concurrents. Et ce même logiciel a été utilisé en médecine et il a été montré qu'il était capable d'analyser plus de 250 000 publications médicales en quelques secondes. Évidemment, par un cerveau de médecin n'est capable de faire la même chose. Et d'autre part, il est très intéressant, c'est que vous voyez, dans le British Medical Journal, a été publié il y a peu de temps une publication qui a montré qu'en gros 30% des décès aux États-Unis à l'hôpital c'était lié à une erreur médicale et que 40% des chimiothérapies n'étaient pas adaptées clairement aux patients. Alors que ces aides de diagnostic à la stratégie thérapeutique, on voit tout l'intérêt, notamment pour les patients. En chirurgie, je pense qu'il y a une application qui peut avoir lieu en chirurgie par l'intelligence artificielle, c'est de filmer, parce que vous savez, l'intelligence artificielle, il faut beaucoup de données. C'est pour ça que c'est les gros groupes, Google, etc., Facebook, etc., qui ont énormément de données, qui sont capables de créer l'intelligence artificielle. Mais ça a été montré il n'y a pas longtemps qu'avec quelques algorithmes, je ne suis pas du tout un spécialiste, mais avec quelques algorithmes et une centaine d'interventions chirurgicales, par exemple, sur la même thématique, on commence à arriver à programmer de l'intelligence artificielle, ce qui va permettre de corriger, par exemple, un geste maladroit d'un chirurgien. Donc, évidemment, pour les patients, moins de complications, et pour les chirurgiens, comme tout sera filmé, moins de risques sur le plan médico-légal. En conclusion, je dirais que la chirurgie robotique, c'est clairement un changement de paradigme. Ça va modifier clairement le métier de chirurgien, en gros comme le métier de pilote d'avion, qui avant était, il y en avait 1 sur 2 qui se tuaient par jour. Maintenant, c'est un métier beaucoup plus sûr. D'autre part, il est intéressant de voir qu'en 2016, il y a 2 lois importantes, ce d'autant que dans la salle, il y a un certain nombre de juristes. Les robots et la loi, qui est à l'Assemblée nationale et au Sénat. Et puis d'autre part, il y a eu la loi pour pour une république numérique, avec notamment une application en santé dans la loi Touraine. Et ce qui va entraîner certainement des modifications importantes dans les métiers, tant à l'hôpital qu'en droit, je pense. D'autre part, c'est évident que toutes ces technologies ont un coût important. Est-ce qu'il faudra faire des centres d'expertise, etc. Bon, tout est ouvert, on verra. Mais sur un plan un peu plus philosophique, je dirais que c'est quand même la première fois dans l'histoire de l'humanité que nous déléguons à des entités autres qu'humaines des responsabilités importantes. Et j'avais retrouvé cette phrase de Michel Serres qui a été plusieurs fois... dont plusieurs personnes en ont rapporté récemment, tout changement de représentation de l'information bouleverse profondément l'humain et ses organisations. Le numérique, par la représentation uniforme de l'information, de son traitement, de ses échanges et de son stockage, est la source d'une révolution au moins aussi importante que celle du langage ou de l'imprimerie. Et bien évidemment, je dirais que toutes les activités humaines sont impactées par ces notions. Je vous remercie de votre attention. Il y a 2 grandes notions, je dirais, qui font réfléchir, on dirait au niveau du sens, au niveau éthique. La première, c'est le monopole, c'est-à-dire combien de temps ça va durer, d'autant plus s'il n'y a pas une bonne compliance, en quelque sorte, de ceux qui actuellement ont les brevets et ont la possibilité, s'ils ne vont que sur des cancers qui, éventuellement, peut-être peuvent rapporter à leur matériel et ne pas se remettre en question. Parce que là, il y a quand même... C'est assez étonnant par rapport à la Silicon Valley, à tout cela, qu'il n'y ait pas... Donc, est-ce qu'il y a des tentatives, éventuellement, parce qu'il y a tout le temps la concurrence, un tout petit peu, il m'étonnerait qu'il n'y ait pas des tentatives. Quelles sont-elles? C'est une première chose. La deuxième question, deuxième élément, pour démarrer un peu, c'est par rapport aux patients. Parce que en France, comme j'ai pu comprendre, nous n'avons pas le nombre de robots que les États-Unis peuvent avoir. Donc comment à l'hôpital Georges Pompidou on fait
par rapport à une chirurgie, alors qu'elle soit urologique, qu'elle soit gynéco, qu'elle soit ORL, bien entendu. Est-ce qu'il y a dans ce cas-là un choix que les patients viennent? Est-ce qu'ils viennent pour le robot? Est-ce qu'on les informe pour le robot? Mais comme il n'y a pas autant de place, parce qu'il va falloir peut-être se battre un peu pour avoir sa plage opératoire vis-à-vis du robot, est-ce qu'on n'a pas à un moment à restreindre l'information? Parce que sinon on a déjà ceux qui viennent pour le robot. Alors est-ce qu'il n'y a pas là un problème, comment dire, d'inégalité par rapport à l'accès aux soins? Et est-ce que des éléments comme ça par rapport à l'assurance maladie ont été particulièrement importants dans l'acceptation qu'ils ont fait il y a 2 ou 3 jours? Alors, au niveau du monopole, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, clairement pour l'instant Intuitive a le monopole. Ils ont une politique très agressive depuis les années 90 en rachetant toutes les startups qu'il y avait et tous les brevets. Alors, je vous ai présenté le robot MedRobotics. Bon, pour l'instant, il n'est pas tout à fait commercialisé encore en Europe. Il est commercialisé aux États-Unis. D'autres robots vont sortir. On sait que Google doit sortir un robot chirurgical. Bon, pas grand monde l'a vu. Paradis que les Chinois, les Coréens travaillent sur des robots. Et on sait que la robotique, finalement, ne coûte pas très cher. Fabriquer un robot, c'est pas le ça qui coûte cher. Ce qui coûte cher, c'est tout l'argent qui a été investi initialement aux États-Unis et Intuitive demande des prix très importants. Hein, en gros, un robot, ça coûte 2 millions d'euros et 100 000 euros de maintenance. Alors, d'autre part, il faut avoir toujours à l'esprit de comparer les traitements. Hein, vous savez, en cancérologie, il y a 2 grands types de traitements. Soit la chirurgie, soit la radiothérapie, soit l'association des deux. Les machines de radiothérapie sont beaucoup plus onéreuses qu'un robot. Hein. Les machines de radiothérapie, surtout type CyberKnife ou des machines permettant de faire de la radiothérapie particulière par modulation d'intensité, sont des machines qui valent plusieurs millions d'euros. Donc c'est clair qu'on est dans une médecine qui coûte de plus en plus cher et que c'est pas toujours évident pour nos tutelles et de nous chirurgiens de montrer l'intérêt pour nos patients et ce combat est pas toujours évident. On avait initialement à Pompidou l'un des premiers robots en France qui avait été acheté par la Fondation Carpentier, le grand chirurgien cardiaque avec Carmat par exemple. Et donc, on avait le robot numéro 7, 007. C'est pas James Bond, mais c'était le numéro 7. Oui. Et moi, j'ai appris à faire du robot avec celui-là, mais qui était un peu le dinosaure de chez Intuitive. Et en 2013, il est devenu complètement obsolète. C'est-à-dire que Intuitive ne voulait plus le réparer, ne voulait plus assurer la maintenance, et il a fallu réfléchir pour l'acquisition d'un autre robot. Et ça a été très, très compliqué. Finalement, heureusement, on a eu un robot de nouvelle génération à l'hôpital Pompidou. Mais c'est vrai que ce problème de monopole est un problème énorme, que je pense que dès qu'il y aura plusieurs firmes, et surtout étrangères, ça va permettre de faire baisser les prix du robot, parce que finalement, c'est pas une technologie très compliquée. Voilà. Pour l'aspect du patient, bien, l'aspect du patient, au début, oui, on se demande comment le patient va accepter le robot, etc. Et moi, j'ai été assez étonné de voir que finalement, s'il y a dans ma série aucun patient qui n'a refusé de se faire opérer au robot, voire même des patients qui viennent nous voir en disant « mais je voudrais être opéré par le robot ». Alors malheureusement, il y a des patients qui viennent avec une tumeur qui ne permet pas une opération avec le robot. Et donc, bien évidemment, on leur explique, etc. Mais il y a une adhésion et les patients comprennent très vite l'intérêt de la chirurgie robotique en termes de confort, de qualité de vie. C'est certain. Moi, je pense qu'il n'y a aucun doute là-dessus. Où il y a un problème, c'est plus pour l'égalité ou l'accessibilité aux soins. C'est clair, et je vous ai dit, maintenant il y a 110 robots en France, la majorité sont dans des cliniques privées. Et donc il y a souvent des dépassements d'honoraires, donc il y a inévitablement des problèmes de prise en charge de certains patients.
Deux questions à vous poser. C'est la voiture Uber qui m'a fait penser à ma première question. Donc Uber pour l'instant a besoin de chauffeurs. Est-ce que la finalité de ces travaux, ça ne pourrait pas être d'avoir des robots sans chirurgien? Est-ce que sur des interventions, on a compris que celles que vous pratiquez sont extrêmement complexes, mais sur des interventions plus simples, est-ce qu'aujourd'hui on travaille sur l'idée d'avoir des robots sans intervention humaine, enfin sous surveillance, mais a priori sans intervention humaine? Donc ça, c'est ma première question. Et ma seconde question, c'est sur l'information qui est délivrée aux patients. On a une décision récente là, de la Cour de cassation, justement sur ces techniques innovantes, qui explique qu'il faut vraiment mettre en garde le patient sur le manque de recul que l'on a, et éventuellement sur la méconnaissance de certains risques, c'est-à-dire sur le caractère partiel de l'information qu'on lui délivre, parce que finalement les cohortes sont très faibles. Alors est-ce que ça c'est quelque chose que j'imagine vous avez déjà cette problématique par rapport au type d'intervention que vous pratiquez? Ça revient à ma question, est-ce que c'est de la clinique ou de la recherche? Le robot sans chirurgien, pour l'instant, je n'y crois pas. Il y a un robot qui s'appelle Star, qui pour l'instant n'opère que qui est un robot expérimental pour faire des sutures, vous voyez, notamment des sutures au niveau digestif, et c'est réalisé chez des cochons en expérimentation, où en gros on utiliserait ces robots plutôt que le chirurgien fasse des sutures très précises et attentives parce qu'il a coupé un morceau d'intestin, il faut les rabouter. Ça serait un robot qui ferait la suture. Pourquoi pas? Quand on voit, par exemple, en chirurgie esthétique, enfin plastique plus exactement, en chirurgie plastique, vous savez, on déplace parfois des lambeaux. On va prendre chez un patient à qui on va opérer et qu'on va enlever, mettons, une partie de la mâchoire, l'os de la jambe, l'un des deux os, le péroné, pour faire de la mandibule. Et donc, il va falloir anastomoser les vaisseaux pour revasculariser le péroné qu'on a mis ici. Au Japon, ce ne sont pas des chirurgiens qui font ça. Ce sont des sortes d'infirmières spécialisées qui ne font que de la couture tous les jours. Alors, ce ne sont pas des robots, ce sont des êtres humains spécialisés, mais ce ne sont pas des chirurgiens. Après, je pense que ça, c'est tout le monde de l'intelligence artificielle. Je ne sais pas, je ne sais pas, je n'ai pas les connaissances, mais actuellement, je pense qu'on en est très loin, notamment par la grande variabilité de l'anatomie chirurgicale. Et donc, est-ce que le robot va être capable en permanence de se réorienter par rapport à l'anatomie? J'ai des doutes. Je pense que c'est très, très complexe. Le deuxième sujet, c'est sûr qu'on essaye, en tant que médecin et chirurgien, d'avoir une information le plus loyale vis-à-vis de nos patients, etc. Après, c'est vrai qu'il y a certains risques. En France, il n'y en a pas eu, en Europe non plus, à ma connaissance. Il y a des papiers qui ont relaté des risques de dysfonctionnement du robot dans le patient aux États-Unis et qui ont fait l'objet, il semblerait, de procès importants. Je n'en ai pas connaissance en France et en Europe. Après, il y a quand même un certain nombre dès qu'on, vous avez vu, on opère donc avec ces petites bagues, dès qu'on arrête d'y toucher, tout s'arrête. Le robot n'est pas capable de travailler tout seul. Il faut bien comprendre que c'est quand même... Le terme robot est un terme un peu dans le fantasme. On pense que le robot peut travailler tout seul, mais c'est quand même des systèmes maître-esclave plutôt. C'est pas vraiment de... Voilà. Oui, Jacques Batin, professeur émérite de l'Université de Bordeaux, membre de l'Académie de médecine. Alors, vous avez cité Jacques Marescot tout à l'heure, ou plusieurs fois même. Alors, il est non seulement dans la robotique, mais dans la télérobotique. Et ça, c'est quand même tout à fait intéressant. Ça peut avoir des applications, pas tant dans le civil, mais dans le militaire. Alors, il faut rappeler tout de même que le 4 septembre 2011... Oui, le 7 septembre, 4 jours avant l'attentat des Tours Jumelles. Il était à New York et il a opéré de New York une patiente de la vésicule, il lui a enlevé la vésicule alors qu'elle était dans son service à Strasbourg. Quand même assez extraordinaire. Mais il faut attendre quelquefois. Et mardi dernier, je déjeunais avec Michel Huguet, il m'a appris qu'il y avait une hémorragie. Et qu'après, il a fallu l'opérer par les voies traditionnelles. Alors ça montre que entre l'effet d'annonce et la réalité, il y a toujours une marge. Il faut faire très attention. Mais c'est quand même très intéressant pour les militaires.
qui peuvent comme ça opérer à distance, où on parle des déserts médicaux, voilà, une possibilité dans l'avenir. Donc la télérobotique, je pense, de ce point de vue-là, a un avenir. Alors les hôpitaux sont là évidemment pour perfectionner, pour former. Alors j'avais une question à propos justement de la formation, parce que le hasard fait que demain après-midi nous avons une séance dédiée justement à la chirurgie robotique animée par Michel Huguet, et il y a un premier exposé qui est de Jacques Hubert de Nancy, et il dit chirurgie assistée par robot, principe, indication, formation et évaluation des compétences. Alors voilà. Il faut pas que ce soit l'aventure, il faut faire très très attention. Et puis le dernier exposé, alors là, moi je ne sais pas ce qu'il veut dire, c'est Belghiti, le gynéco-obstétricien, qui dit sur quels arguments peut-on prendre en charge un acte de chirurgie robotique sans données probantes. Bon, je n'ai pas compris, j'ai besoin de l'entendre pour savoir ce qu'il veut dire par là. Et puis, vous avez insisté sur les variations anatomiques. Alors moi ça fait tilt, parce que celui qui vraiment était tout à fait marqué par ça et qui a créé, tenez-vous bien, en 1715, un prix d'anatomie, ici, à Bordeaux, c'était Charles-Louis de Secondat, baron de la Brède et de Montesquieu, à l'Académie de Bordeaux. C'est quand même assez extraordinaire. Il était obsédé par cette notion de variation anatomique, et je crois que les médecins ne sont pas assez conscients de cela. Et vous avez justement bien insisté sur ça. Alors le robot, évidemment, il ne peut pas savoir toutes ces subtilités. Alors l'opération de M. Maresco s'appelait d'ailleurs, du coup le cliché des cockpits, l'opération Lindbergh, par rapport à l'aviateur très connu. Et cette opération a dû être arrêtée parce qu'en fait, c'était pas un problème de robotique, c'était un problème de numérisation. Le signal était trop long entre Strasbourg et New York, et du coup, effectivement, il y a eu une hémorragie et ils ont été obligés de convertir. Donc c'est très important. Et ça, c'est l'une des limites de la robotique, notamment à distance, et de la télérobotique. Et c'est vrai que on peut imaginer néanmoins que c'est ce que fait aussi Google avec ses lunettes, avec une vision télétransmise, où on peut réaliser des opérations comme ça et les montrer à d'autres chirurgiens à distance. Et ça, c'est très intéressant. Tu sais exactement comment avait été choisi le malade? Non, je ne sais pas. Pas du tout. Je pense qu'elle était compliante. Enfin, presque de vie. Ah non, je pense pas, non. D'autant plus. Non, parce que c'est une chirurgie de la vésicule, donc c'est une chirurgie, je dirais, plutôt facile pour un chirurgien, pour un bon chirurgien, quoi. C'est une chirurgie assez habituelle, quoi. Donc ils avaient pris une chirurgie, voilà. Mais néanmoins, c'est la technique et l'information qui n'a pas pu permettre la réalisation de la chirurgie. Ah oui, alors l'évaluation des compétences. Alors ça, c'est un problème énorme. Pourquoi ? Parce que pour revenir au problème du monopole d'Intuitive, Intuitive n'est d'accord, en gros, de vendre un robot à un centre hospitalier que si les chirurgiens se forment chez Intuitive. La boucle est bouclée. Et c'est vrai que c'est un problème énorme. Alors après, et j'en suis, des chirurgiens universitaires ou non universitaires, peu importe d'ailleurs, forment également des collègues à la chirurgie robotique. Mais ce monopole même de l'enseignement par Intuitive est un vrai problème. Alors c'est vrai que monsieur... Alors justement, ils veulent, bien sûr, et Intuitive est un peu, pas inquiet, mais disons, veut contrôler les chirurgiens qui font de la robotique, savoir qui en fait et qui n'en fait pas. Il y a une volonté quand même de contrôler. Big Brother. Clairement. Est-ce qu'ils peuvent retirer leur responsabilité s'il se passe quelque chose? On peut l'imaginer, oui. Ils peuvent dire tel chirurgien ne peut pas. Et retirant leur responsabilité du matériel, tout un compte dans ce cas-là, et un avocat bien formé pourrait dire, mais voyons, vous n'avez pas été formé comme il le faudrait. Exactement, par rapport aux typologies de ce matériel. Donc, tout à fait. N'importe quoi, alors, en quelque sorte. Non. Oui, alors les magistrats pourraient dire, non pas la formule consacrée dans l'état actuel de la science, mais dans l'état actuel de vos compétences. Ah oui, voilà. La nouvelle formulation. C'est sûr. Il peut y avoir une autre difficulté en amont, c'est l'assurance.
l'assurance. Vous ne trouverez jamais un assureur qui vous plaira si le médecin n'a pas été formé par la société. Oui. Est-ce que c'est le cas? Il n'y a pas de... Oui, enfin, pour l'instant, dans ma discipline, j'ai demandé à mon assureur, il n'y a pas de clause particulière quand on fait de la chirurgie robotique. Il y en a bien évidemment quand on fait de la chirurgie esthétique ou ce genre de choses, ou quand on veut faire de la télé conseil, par exemple, vous savez, des consultations à distance. Là, les assurances demandent une police d'assurance particulière, mais pour la robotique, du moins en ORL, il n'y a pas de... Est-ce qu'il y a des masters, demandait notre collègue? Enfin, il y a un master de robotique, un DU plus exactement, un diplôme universitaire de robotique, notamment que fait Monsieur Jacques Hubert à Nancy, mais qui a un diplôme universitaire de robotique générale, c'est-à-dire que peuvent s'y inscrire les urologues, les gynécologues, les ORL. Vous voyez, c'est pas que pour une discipline particulière, c'est un général. Et où il y a des exercices de simulation. Parce que ça, je n'en ai pas trop parlé, si ce n'est un peu en conclusion. C'est quand même l'intérêt quand même d'Intuitive, c'est qu'en même temps, ils ont des blocs de simulation. C'est-à-dire que c'est les exercices que je vous ai montrés avec les deux jeunes filles, une interne et une chef de clinique qui s'entraînaient. C'est que les internes et les chefs de clinique peuvent faire comme ça, et même nous, des travaux de simulation. On fait saigner une veine, ils doivent se débrouiller de la cautériser ou de faire un point de suture, etc. Le virtuel est entré dans le cadre des études médicales. Tout à fait. Et les exercices de simulation, à mon avis, sont très intéressants. Et ce d'autant dans les jeunes générations élevées aux jeux vidéo, c'est certain. La variabilité anatomique. Oui, ça c'est certain. Quand on est chirurgien, on voit bien que l'intérieur, comme l'extérieur, n'est pas pareil au même chez un patient, chez un autre. Et on peut avoir des variabilités artérielles, nerveuses, d'un patient à l'autre. Oui. On a une idée, 20-30% à peu près de la variabilité? Après, ça dépend de quel nerf ou de quelles artères. Mais il y a après, il y a des études particulières parfois. Lorsque j'ai fait mes études, on disait que ce que l'on exprimait dans les Rouvières, les Brisons et Castin, ça vous rappelle quelque chose? Eh bien, on disait que la normalité, en fait, c'était 1 sur 3. C'était que 30%. C'est-à-dire 30% en définitive. Voilà ce qui était dit à cette époque-là, mais c'est que je suis un peu vieux maintenant. Non, mais si, après... Et les variations. En plus, si on prend le... Plus importante que le standard. Ouais. Si on prend le nerf récurrent, par exemple, dans la chirurgie de la thyroïde, vous savez, c'est un problème clé, parce que si on coupe un nerf récurrent, le patient a du mal à parler, et si on coupe les deux, il a du mal à respirer. Donc c'est un problème très important. Et là, il y a pas mal d'études qui ont été faites pour étudier la variabilité du nerf, par exemple, parce que ça a des conséquences immédiates. Mais tous les organes ou toutes les artères de tous les organes n'ont pas été étudiés dans le détail à ce point-là. C'est vrai que mettre des robots pour faire opérer tout seul, ça me semble un peu compliqué. Oui, Claude Conry, ancien prof de médecine interne à Bordeaux. Donc je voulais revenir sur le problème de la formation. Il faut combien de temps pour former un chirurgien robotisé, si je peux parler ainsi, et parce qu'il faut qu'ils aient l'apprentissage des techniques anciennes et des techniques nouvelles. Et l'autre question, qui rejoint ce que disait M. Batin, est-ce que vous craignez pas, parce que plus on va vers le high-tech, donc c'est des espèces de monopoles, même s'il y aura de la concurrence, mais il y aura la marque machin, la marque machin, la marque machin, et chacun sera formé sur une marque. Et par sans doute un technicien qui connaît, qui assure la maintenance, etc. Et à terme, est-ce que vous craignez pas que les universités, qui sont les lieux de formation, finalement, éclatent complètement, deviennent obsolètes, et que ce soit finalement les firmes qui vont faire la formation sur telle machine à terme. Voilà. J'ai entendu, mais c'était sûrement quelqu'un de pas très bien qui disait, je crois que c'est moi d'ailleurs, est-ce que les universités sont pas obsolètes? Parce que quand on voit un peu les matériels qu'elles peuvent avoir, dont elles peuvent disposer,
par rapport à tout cela, c'est évident que très rapidement, elle risque de le devenir. Beaucoup de provocations. Ce qui est clair, c'est que les chirurgiens qui veulent se former à la robotique, et j'en ai parlé, il faut continuer à se former à la chirurgie conventionnelle pour être prêt à toutes les éventualités. Après, c'est ce que j'ai montré rapidement peut-être, mais dans la base du crâne, c'est que c'est quand même une chirurgie il y a un côté intuitif. C'est pour ça que la boîte s'appelle intuitive. C'est-à-dire que rapidement, on comprend bien comment ça fonctionne et rapidement, on diminue les durées opératoires très rapidement. Vous avez vu, c'est une nouvelle intervention. C'est-à-dire qu'on est passé en gros de 4 heures à 1 heure sur 4 patients. Et c'était le même constat en chirurgie transorale. J'ai pas mis ma courbe mon schéma de courbe d'apprentissage, mais en gros, que pour positionner le robot correctement par rapport au patient. Le premier patient, quand j'ai commencé, j'avais mis 2 heures, alors que maintenant, je mets 15 à 20 minutes en moyenne. Et ça bouge plus. Et ça, en 14 malades, c'était arrivé. C'est-à-dire que c'est quand même très rapide. Alors que dans la chirurgie conventionnelle, pour former un interne, par exemple, pour opérer une laryngectomie totale, on met plusieurs mois, voire années à le former. Donc l'intérêt de ces robots, c'est que ça aide, au contraire, je pense, à l'apprentissage. Nos élèves, nos internes et compagnie vont être devant des simulateurs et feront de la simulation et feront des exercices de plus en plus compliqués. C'est exactement comme les pilotes d'avion. Les pilotes d'avion passent plus de temps à faire de la simulation qu'à piloter des avions. Je pense que l'avenir, ça sera pareil pour la chirurgie. Jean-Pierre Clarac, chirurgien orthopédiste, ancien PUPH à Poitiers, mais ancien bordelais revenu à Bordeaux. Et ma question va être extrêmement terre-à-terre. Enfin, j'en ai 2. La première, en chirurgie orthopédique, il y a quelques années, certains collègues ont mis des prothèses de hanches avec des robots, et finalement, cette expérience a un peu tourné court. Donc, vous avez l'air d'en avoir connaissance. Et ma deuxième question, vous devinez ce que c'est. Dans les superbes vues que nous avez montrées, on est un peu dans un entonnoir, et quand ça saigne, qu'est-ce qu'on fait? Avez-vous la place d'un aspirateur? Pouvez-vous coaguler comme il faut? Peut-on faire des ligatures? Enfin voilà, des questions extrêmement terre-à-terre, très loin de ce dont on vient de parler. Oui, alors au niveau de l'orthopédie, je ne connais pas bien, mais effectivement, j'ai entendu parler de ce robot et je crois effectivement que les essais se sont arrêtés. Je ne sais pas exactement pourquoi, en sachant quand même qu'il y a un problème, c'est le retour haptique, c'est-à-dire la sensation. Il faut voir que quand on opère un patient, quand on a la main dans le champ opératoire, on sent les organes, si c'est mou, dur, etc. Le robot, il n'est pas capable. Et donc, en orthopédie, ça peut poser des problèmes. Deuxième point, au niveau du saignement, on a des pinces, des clips, et voire même, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, je pense que le problème de la chirurgie robotique, et il y a eu des catastrophes, des patients qui sont morts d'hémorragie, etc., c'est qu'il faut avoir une attitude quasi obsessionnelle vis-à-vis des vaisseaux. Et notamment, pas se dire, voilà, on coupe la langue, etc. C'est où est l'artère linguale, etc., aller la chercher et la clipper. Et c'est-à-dire, c'est retrouver les gestes de base de la chirurgie, même s'ils sont aidés par le robot. Marc Minguenet, gynécologue accoucheur, FUViste et anatomiste, et aussi Fondation Anthony Minguenet. Là, nous sommes dans une succession de débats et d'une chaîne de conséquences qui, effectivement, nous amènent dans une zone d'incertitude et nous font progresser à l'intérieur pour sortir de cette zone d'incertitude. Ce débat n'est pas commun uniquement à ce qui se passe à l'heure actuelle. Il a déjà existé depuis longtemps quand il y a eu la chirurgie assistée, vidéo assistée, la célioscopie. Moi, je me souviens, il y a 30 ans, quand on a lancé la célioscopie, c'était exactement les mêmes mécanismes. Maintenant, 90% des actes se font en céliochirurgie, avec effectivement de meilleurs résultats et une hospitalisation qui peut durer 24 heures, maximum 3 jours, alors qu'avant, la paro, c'était 10-12 jours. Bon. Donc, cette zone d'incertitude, elle se résume entre un déterminisme et une finalité. Et petit à petit, je vais aborder l'éthique. C'est-à-dire, nous sommes dans l'équilibre et dans l'intérêt
entre la notion de quantitatif et qualitatif, opérer plus vite, mais il y a 25 ans, une césarienne, c'était 1h30, maintenant c'est 20 minutes. Ça, manuellement, hein. Et le qualitatif, les bénéfices qu'il peut en apporter. Donc toujours cette éternelle balance qui est l'intérêt et la qualité du choix de la décision entre le bénéfice et le risque. Mais là, nous arrivons dans une autre dimension maintenant. Effectivement, il va y avoir la notion de formation. L'anatomie ne s'apprend plus en dissection dans un laboratoire d'anatomie. Presque tous les chirurgiens même n'apprennent pas l'anatomie, ils apprennent presque sur le tas maintenant en étant assistants. Là, c'est un moyen de retourner à l'anatomie, et effectivement avec des simulateurs. Ça, c'est particulièrement positif. Il y a aussi, donc, au-delà de cette notion de formation, il y aura par la suite les notions d'évaluation, de compétences, d'accréditation, de délégation et d'autorisation. Donc ce sont des chaînes de conséquences qu'il faut déjà anticiper, mais qui sont déjà prévues. Alors, on aborde un autre élément maintenant. C'est la notion du robot. Le robot a-t-il une personnalité juridique ou pas? Jusqu'à présent, non. Ça a été un des débats du colloque qu'on a soutenu lundi, mardi, mercredi sur les convergences du droit et du numérique, où il y a ce projet qui existe. Alors, jusqu'à présent, un robot, c'est un outil, donc sans aucune personnalité juridique. Mais on commence à l'amener vers la notion de l'objet et d'une potentielle personnalité, mais il n'est pas encore un sujet. Donc on arrive encore dans ce débat de fond, au-delà de la forme de tout ce que l'on a vu, concernant la qualité, la définition et la finalité. On amène, je vois dans votre conclusion, effectivement, première fois dans l'histoire, déléguer à des entités autres qu'humaines des responsabilités importantes. Mais là, nous sommes encore dans la notion de l'apprenti sorcier. Jusqu'à présent, tous ces outils permettent une aide à la décision, une aide à la pratique, une aide à la perfection et permet d'augmenter un outil, un moyen vers un pourcentage de réussite. Mais nous ne sommes pas encore dans la possibilité, et là il commence à y avoir un danger, quand l'outil va essayer de rattraper le geste d'un chirurgien, si ce geste n'est pas programmé dans l'algorithme, et le chirurgien peut peut-être faire un geste totalement différent pour aider la patiente. Et si maintenant il ne peut plus le faire, on se retrouve là dans un défaut de moyens et dans une chaîne de conséquences négatives. Alors, je terminerai sur un élément. C'est qu'à l'heure actuelle, il va falloir bien prendre en compte la notion de délégation de responsabilité. Nous sommes dans un système, et là les juristes le savent mieux que moi, nous sommes dans un système de chaîne de conséquences. En premier, la responsabilité du codeur, l'algorithme. Ceci ne marche qu'avec un algorithme. Ensuite, de la fabrication, de l'application et de l'exploitation. Et en dernier, l'opérateur. S'il arrive quelque chose, où sont, et c'est ça là mes questions, à l'heure actuelle, où en sont les réflexions sur les transferts de responsabilité dans ces nouvelles chaînes de responsabilité? A-t-on déjà des éléments? Car nous sommes encore dans une dimension légèrement expérimentale. Nous, on est habitués en gynécologie, on les utilise depuis longtemps, mais on les utilise aussi quelquefois par un effet de mode. C'est-à-dire que l'établissement qui va voir un robot, ça lui amène effectivement un quantitatif dans la clientèle par un pseudo-qualitatif parce qu'il est dans le coup. On est bien d'accord dans cette décision, dans cette dimension. Donc il va falloir quand même essayer d'aller un petit peu plus loin dans nos recherches à l'heure actuelle pour voir quel est l'apport réel, car quelques praticiens commencent, comme l'a dit monsieur, à ne plus se servir du robot. Dans la première partie, quand vous avez parlé de l'enseignement, de l'évaluation, des techniques, etc., c'est très important et on n'y est pas. C'est-à-dire que c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des colloques à l'Académie nationale de chirurgie ou, comme monsieur le disait, à l'Académie nationale de médecine, qui régulièrement reprennent ces thèmes et essayent d'y réfléchir. Mais on n'y est pas du tout. On ne sait même pas exactement à l'heure actuelle quel est le prérequis pour dire à un chef de clinique, lui, il peut faire de la chirurgie robotique ou pas. Actuellement, c'est ça. Ce qu'on voit, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il y en a qui sont plus doués que d'autres, comme on le voyait pour la chirurgie externe, pour faire de la chirurgie ou pas. Voilà. Mais après, à partir de quand peut-on valider un chirurgien chef de clinique pour lui dire, lui, il peut faire de la chirurgie robotique, lui, il ne peut pas? Compliqué.
C'est d'autant qu'en France, il n'existe pas, je vous rappelle, de validation d'une spécialité en fin d'études. À partir du moment où on a été reçu à l'internat, malgré plusieurs problèmes de Conseil d'État, on est chirurgien ou obstétricien ou généticien ou que sais-je. Pour l'instant. Ensuite, au niveau de l'évolution de la robotique par rapport à la côté quantitatif ou qualitatif, c'est ce que vous disiez à la fin, c'est-à-dire que c'est clair que, notamment par le monopole d'Intuitive, ils ont une telle force de frappe que maintenant, vous avez vu dans certains organismes, enfin, quand ils arrivent dans une ville, il y a par exemple des publicités avec des panneaux, le robot est arrivé à la clinique, tous les journalistes viennent, ça fait des articles dans le journal, etc. Le robot est inauguré par les personnalités, etc. Et les patients ont bien compris que le robot peut leur apporter quelque chose. Même si dans certaines disciplines, comme en neurologie, apparemment, malgré des méta-analyses énormes, parce qu'il y a quand même eu maintenant des dizaines de milliers de patients opérés robots, les urologues ont encore du mal à montrer l'intérêt du robot en urologie. Alors qu'en ORL, c'est ce que j'ai essayé de vous montrer, c'est qu'en termes de qualité de vie, il y a vraiment une amélioration et que les patients bénéficient d'un geste assisté par robot. Mais il y a encore beaucoup de questions. Oui. Il y avait un très bon livre, je sais pas, pour répondre un peu à ta question, de Michel Calon, qui justement disait que dans l'avenir, c'est même que l'avenir c'était maintenant, nous allions vivre avec des humains et des non-humains. Et qu'il va être important de penser les responsabilités entre ces différentes choses, et d'autant plus que dès lors qu'on va leur donner un pouvoir, une délégation, et qu'il risque bien entendu d'y avoir des séquelles, des plaintes et tout cela. Est-ce que vous avez travaillé un peu au niveau du droit par rapport à tous ces éléments-là ? C'était il y a 15 ans à peu près que les sociologues, Michel Calon et tout ça du CNRS avaient réfléchi là-dessus. Pour l'instant, le travail qui se pose, c'est la question de la responsabilité de l'utilisateur, du fournisseur, du producteur. C'est-à-dire qu'on n'a pas coupé le lien entre la machine et l'homme, elle n'a pas son autonomie. C'est toujours le rapport maître-esclave. Et à partir de là, puisqu'elle n'a pas d'autonomie, elle n'a pas de responsabilité. Et elle n'a pas de responsabilité, d'autant moins qu'elle n'a pas de patrimoine. C'est-à-dire quel intérêt d'aller chercher la responsabilité d'une machine ? Parce qu'on va la chercher dans un souci indemnitaire. Donc, je veux dire, voilà. Donc, je dirais même l'intérêt d'aller rechercher une éventuelle responsabilité, il n'y en a pas pour l'instant. Donc, on s'arrête finalement à cette simple question-là. Et l'hôpital, c'est très simple pour l'hôpital. L'hôpital est civilement responsable des dommages causés par le matériel qu'il utilise. Sans faute. Donc, c'est très simple. La différence est dans les cliniques. Là, en revanche, dans la clinique, c'est différent puisqu'il va falloir démontrer une faute de l'opérateur. Mais donc là, le robot dysfonctionne, par exemple, en pleine intervention. Même si la cause n'est pas identifiée, l'hôpital est civilement responsable et devra indemniser le patient. Donc, on a, je dirais, coupé en amont la réflexion parce que la machine n'a pas d'autonomie physique et donc n'a pas non plus d'autonomie juridique. Et je répète, ça ne présente pas d'intérêt pour l'instant. Je vais me poser une petite question quand même. J'ai cru comprendre que c'était dans le privé que s'étaient développées justement ces technologies. Or justement, d'autant plus si les différentes disciplines comme le droit, éventuellement, est-ce qu'il y a eu justement par rapport à cela une formation par rapport à ce qu'on va dire aux patients, par rapport, vous savez, la dernière fois, à la rencontre Hippocrate, vous y étiez sûrement, vous aviez une Canadienne qui est venue vous voir pour vous parler justement de la littératie, vous montrant que dans 50% des cas, en définitive, les personnes signent mais ne savent pas du tout de quoi il s'agit. Elle vous a montré aussi que plus on prenait d'arguments, plus on essayait d'avoir une certaine empathie, ces 50% diminuaient en quelque sorte, mais qu'il y avait tout le temps une difficulté de compréhension. Donc, la question que je pose, est-ce que parmi les chirurgiens qui
qui ont, adopté le robot justement dans les cliniques privées, est-ce qu'ils ont pensé aux conséquences éventuelles du dysfonctionnement dont tu parlais et comment eux-mêmes en sortiraient? Parce que là, dans ce cas-là, ce sont eux-mêmes qui sont civilement responsables et pas du tout la clinique, en quelque sorte. Mais est-ce que ce n'est pas une faute, en définitive, un robot? Si on a un dysfonctionnement inopiné alors, il y a la problématique de l'information, effectivement. On en revient aux critères que vous avez d'ailleurs souligné tout à l'heure, c'est la loyauté de l'information. C'est-à-dire qu'on doit dire aux patients aussi qu'on ne sait pas tout. Il peut arriver des choses. On ne maîtrise pas tout, puisque ce sont des technologies nouvelles. Donc là encore, on est sur des problématiques anciennes, renouvelées sur le contenu, mais l'exigence de loyauté, elle date, elle a toujours existé en réalité. Est-ce que tu connais des informations et consentements qui sont faits dans de telles cliniques? Non, pas particulièrement. Dans ma discipline, en ORL, à ma connaissance, il n'y a pas vraiment d'ORL robotique en France. Il y en a qu'en CHU. Mais en urologie et en gynéco, il y en a beaucoup. Mais je pense que les sociétés savantes d'urologie ou de gynéco ont réfléchi au problème. En tout cas, la réflexion là-dessus ça paraît particulièrement important avant de commencer un programme. Quelque chose qui me surprend, c'est-à-dire que je l'ai compris en travers ce que vous avez exprimé, c'est l'absence de sensation au niveau du toucher. C'est-à-dire que vous n'avez que vos yeux finalement pour savoir ce que vous faites. Il n'y a pas de feedback du tout. Et ils travaillent pas là-dessus parce que c'est quand même surprenant. Apparemment, notamment Intuitive dit travailler dessus, mais on ne sait pas vraiment. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que nous, en tant que chirurgiens, à partir d'un certain nombre de patients, mais assez rapidement, eh bien, en fait, on se recrée dans la tête l'anatomie et, vous voyez, on a vraiment la sensation, si c'est dur, si c'est mou, si on peut... c'est un peu étrange, mais tout est recréé, en fait, dans notre cerveau. Et ça, c'est une association vraiment clairement. Et quand j'en parle à des collègues qui font beaucoup de robotique, ils me décrivent exactement la même sensation. Je vous invite pour la prochaine fois, si vous voulez bien, parce que le titre a l'air assez abscon. Qu'est-ce que c'est que, en fait, la recherche qui, en définitive, poserait des problèmes? Il faut que vous sachiez, d'ailleurs, à l'Académie de médecine, on est particulièrement inquiète, il n'y a pas qu'elle. L'Académie des sciences est énormément inquiète d'un certain nombre de recherches qui ont été faites par des chercheurs connus internationalement, et certains sont français, et qui ont fait de formidables papiers. Mais vous savez, pour rentrer dans les grandes revues, il est nécessaire d'obtenir coûte que coûte un certain nombre de résultats. Et par rapport à des problèmes de chimie, de etc., de biologie, lorsqu'on est devant des données, quand on est devant des courbes, on peut être amené à retirer 2 ou 3 points de la courbe qui permet, dans ce cas-là, de donner un résultat. Et là, non seulement un certain nombre de ces papiers ont été mis en évidence, mais la prochaine fois, on vous amène la personne qui a fait un site qui s'appelle Peer Review, qui, en définitive, tous les personnes qui tombent sur un article et qui doutent de cet article, dès lors qu'ils l'argumentent, peuvent tout à fait le déposer sur ce site. Et ça, c'est très important. Pourquoi? Parce que les revues elles-mêmes sont remises un peu en question par rapport à l'acceptation ou non, bien sûr, de ces articles. Est-ce que vraiment, sous prétexte de vouloir faire du scoop, est-ce que réellement, ce qui d'ailleurs donne la primauté dans la plupart de ces grandes revues. Donc il y a toute une réflexion sur la manière. Et comme la plupart, je dis ça comme ça, j'ai rien contre l'université, j'en fais moi-même partie, mais comme la plupart de ces essais proviennent bien souvent de l'université, la recherche au niveau universitaire, monsieur le doyen, est remise quelquefois en question, et en particulier par ceux qui sont mis en question par ailleurs, qui sont
les grandes compagnies pharmaceutiques. Donc là, on est dans une situation qui est une situation éthiquement importante, et je vous conseille totalement, biologiste bien entendu, mais aussi médecin, bien entendu, d'y participer la prochaine fois, parce que c'est très intéressant. Vous verrez comment un grand patron de biochimie vous expliquera comment il appelle ça bidouiller les courbes. Il vous montrera ce que c'est que bidouiller la courbe. Et vous avez celui qui a créé, Brandon, qui est un Américain, comment en définitive maintenant sur ce site se règlent un certain nombre de problèmes, et qui vont jusqu'à des personnes proches du prix Nobel qui se retrouvent avec leurs artères qui sont retirées, avec les différentes académies qui retirent les titres. Et là, il y a des noms. Le problème n'est pas les noms à dire, mais pour montrer que si je dis ça, c'est parce que je connais les noms. Et comment nous devons avoir une réflexion particulière à tout cela. Ce ne sont pas obligatoirement c'est des contrevenants quelque part, mais c'est le problème de la limite. À partir de quelle limite on retire une donnée, et à partir de quel moment on bidouille plus, c'est-à-dire on transforme les courbes. Enfin voilà, donc je vous y invite. C'est quand exactement? Bien. Lundi 9 octobre. Ok? Je compte sur vous. Et ici, faites-le savoir.